il est dans l'infraction, il est en pleine infraction de haute trahison, il est vraiment dans le collimateur. Dans un état normal, le Parlement devait se réunir pour commencer le processus de sa destitution afin qu'il soit présenté devant les juges de la haute cour pour qu'il soit jugé et condamné parce que les faits sont là. C'est au peuple de faire valoir ce droit-là à s'autodéterminer et le droit à contester le mauvais traitement auquel ils sont soumis par les gouvernants, jusqu'à venir leur ravir les terres qui leur servent de vivier, parce qu'ils vivent de cette terre depuis des générations. Et qu'un matin, parce qu'on est gouvernant, on vient, on dit aux populations, vous n'avez plus aucun droit sur ces terres-là. C'est même une violation de la Charte africaine des droits de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, que le peuple prenne conscience de cela, que ce sont ses droits qui sont matés, ce sont ses droits qui sont piétinés, et il doit s'exprimer. Le peuple ne doit pas continuer à se tétaniser, sinon ça va perdurer, ça va prendre des générations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur les antennes de R7 Enseignement TLR TV. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Aujourd'hui, sur l'espace politique congolais, que ce soit au Congo-Brazzaville qu'à l'extérieur du Congo-Brazzaville, il y a une situation très dense, une situation qui bouleverse, n'est-ce pas, l'espace public au Congo-Brazzaville. Vous l'aurez compris qu'il s'agit de la cession ou de la vente des terres au Rwanda. La situation a fait la manchette de beaucoup d'organes de presse, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la presse en ligne et même la presse tout court. Nous allons continuer à en parler. Et pour en parler aujourd'hui, nous aurons un invité, et pas des moindres. Il s'agit d'un avocat à la cour. Un avocat à la cour très impliqué aussi dans les organisations de défense des droits de l'homme. Il est aussi consultant dans des questions en rapport avec la résolution des conflits, qui est un gros morceau au niveau international. Et la question de la vente des terres au Rwanda, qu'on peut à juste titre, vu l'ampleur de cette problématique, appeler le Rwanda Gate. Tous les déterminants autour de cette situation nous poussent à parler de ce Rwanda Gate. Mais par-delà ce Rwanda Gate, vous savez très bien que notre invité va nous parler aussi du droit. Il va nous parler du droit et je veux simplement vous rappeler une charte, une convention qui est séculaire aujourd'hui. C'est le traité de la Westphalie. Le traité de la Westphalie date de 1848. Et c'est à partir de ce traité de la Westphalie qu'a commencé la reconnaissance de la souveraineté des États sur leur territoire. Avec le Rwanda Gate, bien évidemment, ces problèmes-là sont impliqués. Je ne vais pas trop en dire. Accueillons pour l'instant notre invité de marque. Bonjour, Maître Guy Roger d'ICI Madiala. Bonjour, Monsieur Georges Goma. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Dieu nous a fait grâce d'être là, debout et sur votre plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que nous visitez à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Et la question que nous évoquons aujourd'hui, eh bien, ça rentre dans la droite ligne
de la prospective et de la perspective, c'est-à-dire que les accords en question engagent quand même les générations futures, c'est-à-dire les architectes de la politique aujourd'hui sont en train de prendre des actes qui engagent d'une manière déterminante les générations futures. Alors, ma première question à vous, Maître Guy-Roger Bisseyi Mabiala, quelle est votre première lecture de la situation? J'ai parlé du Rwandan Gate. Est-ce que j'ai raison de parler du Rwanda Gate? Oui, on peut parler du Rwanda Gate parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant sur les rives, la rive droite du fleuve Congo que sur la rive gauche du fleuve Congo. Parce que vous savez que sur la rive gauche, nous avons le pays voisin, la République démocratique du Congo. Et pour la petite histoire, vous savez que les relations de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont des relations de belligérance. Et que le voisin ne voit pas d'un bon œil la signature de ces accords, car ne dit-on pas que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi? Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu sur le regard qu'on peut jeter sur ces accords. Bon, il faut qu'encore que ça soit sous la forme actuelle, encore que ça soit des accords. Parce qu'un accord, sous la forme où ça a été signé, c'est un traité, en fait, c'est un traité international. C'est la nature de cet acte qui a été signé, malheureusement, qui n'a pas respecté la forme jusque-là. Donc, dans ces conditions-là, on ne sait pas si on peut parler d'accord. Sinon, jusque-là, ça reste sur le plan juridique, purement juridique, ça reste un acte sous seing privé. Donc, une affaire qui concerne des individus. On va rentrer plus en profondeur là-dessus. C'est même le plus gros morceau de notre échange aujourd'hui. Mais vous avez parlé de la relation, de cette implication internationale. Et on parle du Rwanda et parallèlement aussi, la Grande-Bretagne aussi a des accords avec le Rwanda. Les personnes qui sont déboutées du droit d'asile en Angleterre seront envoyés au Rwanda. On a vu la dernière fois le Premier ministre britannique en parler et annoncer l'imminence des premiers vols, n'est-ce pas, transportant ces personnes-là au Rwanda. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est le Rwanda, un tout petit pays, déjà, qui sont en train, n'est-ce pas, de transborder des Rwandais à l'extérieur du Rwanda parce que le territoire est très, très, très petit. Et on a du mal à comprendre qu'évidemment, qu'on puisse déverser encore d'autres personnes au Rwanda, un petit pays déjà en prise avec des problèmes de territoire. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? En tout cas, le juriste que je suis, je me réserve d'aller sur le terrain des supputations. Mais est-il qu'il y a un problème? C'est un sujet qui doit nous inquiéter parce que déjà, le Rwanda a un territoire qui est difficile à contenir sa propre population et que, étant difficile de contenir sa propre population, que des accords d'une telle nature, soient signés entre le Rwanda qui n'a pas assez d'espace avec un autre État européen, occidental, qui se trouve être la Grande-Bretagne, et que dans ces accords-là, le Rwanda s'engage à céder un espace de son territoire qui est déjà insuffisant pour les Rwandais eux-mêmes, pour dire que non, moi j'ai assez d'espace. Et de l'autre côté, nous voyons que ça pousse à penser beaucoup de choses, aller sur le terrain de la supputation, commencer à penser que, mais au Rwanda, ils ont le problème d'espace et une superficie étriquée. Mais comment se fait-il que lui, déjà qui a du mal à installer sa propre population sur ce petit territoire, peut encore signer des accords avec un autre État qui se trouve être à des milliers de kilomètres de l'Afrique centrale, pour accepter que les migrants des autres pays qui sont en Grande-Bretagne en situation irrégulière puissent être refoulés sur le petit territoire rwandais. Alors ça laisse quand même à désirer, ça pousse à penser beaucoup de choses, que les espaces qu'ils sont en train de chercher à acquérir au Congo-Brazzaville peuvent servir
peuvent servir de lieu d'atterrissage pour ces populations-là, pour ces migrants refoulés au Rwanda, parce que le Rwanda lui-même n'a pas là où les mettre. Alors, on peut supposer que ces migrants-là seront ipso facto déversés sur les espaces acquis par le Rwanda au Congo-Brazzaville, parce que officiellement, une chaîne de télévision rwandaise a parlé de 900 et quelques hectares déjà acquis, qui sont déjà une propriété rwandaise, et ça ne leur empêcherait pas, puisqu'ils parlent d'une propriété qu'ils ont acquis sur le sol congolais, de prendre ces populations-là des migrants, de les déposer sur les 930 et quelques 930 hectares qu'ils ont acquis au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas exclu. Oui, mais là, vous parlez de supputation. C'est pas pourquoi, maître, vous parlez de supputation, parce qu'il y a des faits quand même, hein, des faits qui s'imposent à nous. Voilà, on a vu le Parlement britannique siéger là-dessus et annoncer des décisions sur les médias. Donc, évidemment, en juriste que vous êtes, je pense quand même que vous avez droit à l'analyse. Donc, ce que vous dites là, ce n'est pas de la supputation, c'est l'observation des faits que tout le monde peut analyser de toutes les façons. Bon, qu'à cela ne tienne, bon, revenons donc à ces accords concrètement entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. On va évoluer en trois temps. Je vous donne un peu la perspective de notre échange. La première question que je voudrais vous poser là-dessus, c'est qui a vendu ces terres du Congo-Brazzaville au Rwanda? Qui les a vendues? Et pourquoi avoir vendu ces terres-là au Rwanda? Et selon quelles modalités, évidemment, ces terres ont été vendues? Et là, j'aimerais que vous vous prononciez un peu sur les conditions de forme et les conditions de fond par rapport à cette affaire-là, parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu, n'est-ce pas, traiter le problème au niveau des chambres au Congo-Brazzaville. Et pourtant, ces accords-là font grand bruit, et pourtant, y a déjà déplacement de personnes du Rwanda vers le Congo. On a regardé sur les médias sociaux des vidéos, évidemment, qui montrent que ce n'est plus une seule vue de l'esprit, mais c'est une réalité puisque les riverains, certains riverains dans des villages en parlent, ont été bousculés dans leur vie quotidienne par rapport à cela. Alors, qui a vendu les terres, maître? Est-ce que c'est normal de les avoir vendues de cette manière? Bon, qui a vendu les terres? Ce sont les signataires des accords, si les terres ont été vendues. Si terres vendues il y a, ce sont les signataires de ces accords-là qui les ont vendues. Mais en tout cas, pas le peuple congolais souverain de ces terres, à qui appartient la terre, qui l'a vendue. Parce que c'est pour ça qu'en passant, d'entrée de jeu, j'ai parlé d'un acte sous seing privé. Parce que, pourquoi vendre? Si on doit vendre, on doit expliquer à la population congolaise pourquoi nous vendons les terres. Et d'ailleurs, la loi, depuis la Constitution interdit les terres, tant du domaine public de l'État que du domaine privé, sont incessibles, sont inaliénables. Ça, c'est l'article 53 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui le dit. Je vais le lire in extenso. Cet article qui dit, excusez-moi, le temps de retrouver cet article, à l'intention de nos auditeurs qui nous suivent, nos téléspectateurs. L'article 53 dit ceci: les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution du Congo-Brazzaville du 25 octobre 2015 qui le dit. Donc, si vente il y a eu, c'est en violation de cet article 53 que ça a été vendu. Et même dans les cas où la Constitution ou la loi l'autorise, il y a des conditions.
il y a des conditions qu'il fallait respecter. C'est là où je voudrais anticiper pour répondre à votre question, à votre question, de savoir quelles sont avant d'anticiper. les conditions de fond. J'anticipe parce que l'article 219, l'article 5 déjà, nous dit de la même Constitution, l'article 5 de la même Constitution nous dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune faction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, ni le président de la République, Maître, ni très bien. Maître Bisseyi, retenez cette définition. Je vais vous donner, parce que je me suis documenté également, je vais vous donner aussi cette définition-là que j'ai mis un peu de côté, hein, pour que vous essayiez un peu de tout dépatouiller ensemble. Alors, c'est la définition que donne Louis Le Fur à la fin du siècle passé. Mais voilà. La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. Tout à fait. Ça, c'est la première clause. Il y a une deuxième clause qui arrive pour nuancer les choses. Dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Le but collectif qu'il est appelé à réaliser. Il y a la première clause, donc on reconnaît qu'un État, un gouvernement a des pleins droits, mais il y a une condition par la suite, vous avez compris. Tout à fait. Ça, c'est la définition que maintenant vous pouvez en faire usage par rapport à ce que vous avez dit vous-même. Voilà. Et donc, je disais que les articles qui parlent de la souveraineté du peuple congolais ne se limitent pas qu'à ça. Parce que quand nous allons en rapport avec ces accords qui restent jusque-là des actes sous seing privés entre ceux qui les ont signés et la partie rwandaise, c'est-à-dire que les Congolais, les gouvernants qui l'ont signé et les Rwandais qui l'ont signé, la partie rwandaise qui les a signés, ça reste jusque-là un acte sous seing privé. Parce que nous sommes en train d'aller sur le respect des conditions pour que vente il y ait. Alors, y a-t-il eu vente? Sur le plan purement strictement juridique, la vente ne peut pas se faire dans ces conditions-là parce que les conditions de cette vente ne sont pas réunies parce qu'elles ne sont fixées que par la Constitution et la loi congolaise. Et je vous ai lu l'article 5 qui dit que les terres sont incessibles, inaliénables, imprescriptibles. Il reste des terres qui appartiennent à l'État congolais jusqu'à d'une façon indéfinie. Alors, malheureusement, ces accords violent cet article et ils ne se limitent pas seulement à la violation de cet article, ils vont encore violer l'article 44 de la même Constitution qui dit ceci. Ils violent encore l'article 44 de la même Constitution qui dit ceci. Je vais lire. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Je vais encore lire un autre article qui le dit de façon presque complète. L'article 219 de la même Constitution qui dit ceci. L'article 219 de la même Constitution qui dit ceci. Permettez-moi de retrouver l'article. Ça nous permettra de parler le même langage. 219, je l'ai retrouvé. L'article 219 de la même Constitution dit ceci. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Donc, vous voyez que
ni le Parlement, qui est le représentant du peuple congolais souverain sur son sol, ni le peuple congolais lui-même directement par voie référendaire, ne s'est jamais exprimé de façon positive à ce qui est dit dans les accords signés entre le Rwanda, ces accords qui sont appelés accords cadres de partenariat économique, de la protection et de la promotion et de la protection des investissements. Le peuple congolais n'avait jamais été partie prenante de ces accords-là. Et encore, même s'ils avaient été signés en dehors du peuple, mais le peuple n'avait jamais été consultant. Parce que ce texte devait qu'il soit accepté par le Parlement, autrement dit, qu'il soit, comment dirais-je, qu'il soit ratifié par le Parlement. Le Parlement congolais n'a jamais ratifié ce texte. J'aurais appris par lui dire qu'ils ont tenté de le présenter au niveau du Parlement, mais les parlementaires n'ont pas acquiescé pour ratifier ce texte-là. C'est pour ça que je dis, dans l'état actuel, sur le plan purement juridique, ça reste un acte sous seing privé. Que malheureusement, il y a ce que nous vivons sur le terrain, vous avez dit en passant qu'il y a déjà la présence des Rwandais qui sont signalés sur le terrain. Donc c'est en violation de la Constitution et de la loi congolaise que cela se fait. Bon, maître Bisseyi, Guy Roger Bisseyi, Madiala, est-ce que cela étonne? Bon, pourquoi je pose cette question? On a comme l'impression que nous parlons d'un État qui est normal. Est-ce que c'est pas du gangstérisme au Congo-Brazzaville depuis, de toutes les façons, pas mal d'années maintenant, carrément le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir? On voit très bien qu'à beaucoup d'occasions, on peut bien les identifier, ces occasions-là, que ce régime est passé outre sa propre constitution, ses propres lois. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso n'aurait pas été beaucoup plus à l'aise s'il avait déclaré tout simplement qu'il était dans un État dictatorial et fonctionnait selon les principes de la dictature? Parce que dire qu'on est en démocratie et faire le contraire de la démocratie, c'est quand même un problème, là, non? Qui cela étonne-t-il? Il y a là un sérieux problème parce que même dans un empire, l'empereur ne céderait pas ses terres. Au contraire, l'empereur cherche à acquérir d'autres terres pour mettre dans son actif. Même dans un empire, on ne céderait pas si facilement ses terres de cette façon-là. Nous ne sommes ni dans un empire, ni dans un royaume. Nous sommes dans une république qui se dit démocratique, donc respectueuse des lois, parce que l'article 1er de cette constitution-là que eux-mêmes ont fait adopter au forceps dit que l'article 1er dit la République du Congo est un État de droit souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. Donc, c'est tous les actes qui sont été posés dans le cadre de cet accord signé entre ces individus. Moi, je parlais des individus parce que quand on est gouvernant, on ne gouverne pas pour soi-même, mais on gouverne pour le peuple. On gouverne pour le peuple, on gouverne pour la population à laquelle vous êtes appelé à représenter à l'extérieur, tant au plan national qu'au plan international. Alors donc, je disais que cet acte signé par ces individus en violation déjà de l'article 1er n'engage pas la République du Congo, dont la souveraineté appartient au peuple. Malheureusement, qu'à cela ne tienne, vous avez posé la question, je vais répondre à la question, il s'agit du gangstérisme parce que ceux qui sont au pouvoir gouvernent par défi ce peuple. Parce qu'ils ont des attitudes devant la légalité. Ils ont des attitudes. À l'intérieur du pays, ils matent la population. La population est matée par la force. Mais à l'extérieur, on fait semblant d'être légaliste, on fait semblant d'être démocrate, simplement pour décorer. Là, j'ai envie de vous reprendre, là, maître, ce que vous dites est important. Les deux postures. La posture à l'interne, c'est-à-dire face aux Congolais qui ne respectent pas, qui s'en foutent éperdument, et face à un discours, face à la communauté internationale. Et ma question, c'est de savoir, mais cette communauté internationale est quand même bien présente au Congo-Brazzaville à travers les missions diplomatiques. Les missions diplomatiques ont pour, n'est-ce pas,
fondement aussi d'informer leurs États sur la réalité politique au Congo-Brazzaville, non? Non, mais monsieur Georges, vous savez bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si la fameuse communauté internationale qui est présente sur le sol congolais ne voit que ses intérêts, si le voyoutisme que les gouvernants sont est en train de manifester, de brandir devant sa propre population, les arrange eux. Pensez-vous qu'ils vont être là pour venir dire non, monsieur, arrêtez de faire pas ça? Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est encore une phrase qui vient d'eux. Alors, donc, ici, si ces missions diplomatiques, ces organisations internationales qui sont présentes sur le terrain, qui voient ce qui se passe et qui connaissent bien que dans le cas d'espèce, sur la signature des accords entre le Congo et le Rwanda, il y a eu violation de la Constitution. Et ça, beaucoup de personnes l'ont dit, des militants des droits de l'homme l'ont dit, les organisations de défense des droits de l'homme l'ont dénoncé, même des citoyens congolais qui ont eu le courage de le dénoncer sur certains espaces, ils ont eu à le dire, qu'ici, la Constitution a été violée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez un visiteur chez vous et que chez vous, il y a une poubelle, quel est leur problème? Où est leur problème? Parce que c'est vous-même qui voulez garder la poubelle dans votre maison. Parce que pour eux, le problème, c'est que bon, ils sont là, ils sont chez vous, et puis bon, pourvu qu'ils mangent, ils dorment. Mais si vous gardez la poubelle chez vous, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est à vous de savoir nettoyer votre maison, de mettre la propreté, de mettre de l'ordre pour que et vous respectent à votre juste valeur. Mais s'ils constatent que vous vous comportez en voyou, ce n'est pas à eux de venir refaire votre éducation. Ils ne viendront pas vous dire, monsieur, nous pensons que ici, vous êtes en train de maltraiter la population, vous avez violé les droits des peuples, des populations. C'est au peuple victime lui-même de le dénoncer. Parce qu'on dit toujours quelque part que la force du bourreau, c'est le silence de la victime. Alors, aussi longtemps que le peuple congolais se tait, il garde silence, il ne dénonce pas, il ne conteste pas parce que c'est un droit constitutionnel. Alors, pourquoi ces missions diplomatiques parleraient en lieu et place du peuple congolais? C'est au peuple de se lever, aux populations de se lever pour dire nous avons en face de nous des gangsters qui nous imposent, qui violent la constitution, qui nous ont imposé, et là, nous n'en voulons pas. Parce que le peuple est souverain, la souveraineté est exercée par le peuple et non par des individus. Mais écoutez, je vais profiter de votre intelligence, maître Guy Roger. En parlant de cette, on va revenir sur la situation stricto sensu au Congo-Brazzaville, entre le Rwanda et le Congo. Mais puisqu'on parle de la communauté internationale, parce que, entre-temps, vous en parlez de la souveraineté des États. La souveraineté des États, reconnue des États, j'ai évoqué le traité de la Westphalie et toutes les relations internationales, finalement. Et dans ces relations internationales, des chartes internationales. Et la souveraineté d'un État est limitée par le seul droit international. À partir du moment où les États font partie de cette communauté internationale, donc ils sont quand même aussi assujettis à ce droit international. Et quand vous me dites que, oui, évidemment, les missions diplomatiques dans les pays ne représentent que les intérêts de leurs États, et à côté, cette communauté internationale n'arrête pas non plus à pousser l'État de respecter le droit, je vois quand même une contradiction quelque part. Est-ce que la communauté internationale serait devenue une instance d'une hypocrisie inqualifiable? Non, mais monsieur Georges, un État est composé de quoi? Les éléments qui composent un État, c'est d'abord son territoire, limité par ses frontières. Son peuple. Son peuple, et puis le gouvernement. Et la souveraineté aussi, l'élément. Aussi, bon, disons, la souveraineté est garantie par le fait que vos frontières sont limitées et sécurisées par vous-même. Voyez-vous? Donc, si une composante de ce qui constitue l'État ne s'exprime pas par la force ou comment on l'appelle, comment je dirais, la barbarie de ceux qui règnent, alors, c'est pas la communauté internationale qui viendra parler en lieu et place de cette composante-là qui est devenue muette ou qui est muselée. Donc, c'est au peuple de prendre son courage de s'élever parce que la désobéissance civique fait partie des droits du peuple à s'autodéterminer ou à s'exprimer lorsqu'ils sont matés, lorsqu'ils sont martyrisés, lorsqu'ils sont maltraités par ceux qui les gouvernent. Alors, c'est au peuple de faire valoir ce droit-là à s'autodéterminer et le droit à contester la
le mauvais traitement auquel ils sont soumis par les gouvernants, jusqu'à venir leur ravir les terres qui leur servent de vivier, parce qu'ils vivent de cette terre depuis des générations. Et qu'un matin, parce qu'on est gouvernant, on vient, on dit aux populations, vous n'avez plus aucun droit sur ces terres-là. C'est même une violation de la Charte africaine des droits de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, que le peuple prenne conscience de cela, que ce sont ses droits qui sont matés, ce sont ses droits qui sont piétinés, et il doit s'exprimer. Le peuple ne doit pas continuer à se tétaniser, sinon ça va perdurer, ça va prendre des générations. Entre-temps, M. Denis Sassou Nguesso a acheté beaucoup d'armes, pas pour faire la guerre à un autre pays, mais pour faire la guerre, n'est-ce pas, à son propre peuple. Et la communauté internationale connaît bien les circuits des armes que M. Denis Sassou Nguesso a acheté et continue à acheter aujourd'hui, et pourtant on le laisse faire. Et le peuple en question, il est touché, il est réduit, le peuple en question, il est tué. Et est-ce qu'on ne peut pas comprendre un peu ce traumatisme, que les gens restent un peu attendus comme ça? Oui, là, vous parlez, vous êtes sur mon terrain, parce que même quand on est même devant les juges ou devant une juridiction compétente donnée, si la personne qui subit le préjudice ne vient pas se plaindre, c'est pas le juge qui se déplacera pour dire non, mais tel, vous avez commis une faute contre telle personne, je vais vous juger. Il faut que la victime prenne son courage d'aller voir le juge compétent pour obtenir réparation, accuser celui qui a commis une infraction contre elle, pour que le juge rende la justice, afin que lui obtienne réparation, ou que la personne qui a commis l'infraction ou la faute contre cette personne victime puisse obtenir réparation, mais aussi que le coupable soit condamné. Mais si ces faits-là ne sont pas portés devant le juge compétent, qu'est-ce que vous voulez? Les faits ne vont pas marcher de même. Donc, il faut que le peuple, la population qui est victimisée, la population qui est martyrisée, la population contre qui des crimes sont commis, c'est l'heure pour les dénoncer et voir les juridictions compétentes. Il y a des organisations qui peuvent orienter et canaliser les démarches des populations vers les juridictions compétentes pour obtenir récupération et condamnation de ceux qui les maltraitent, les condamnations de ceux qui commettent des crimes contre eux. Mais tant que cela n'est pas fait, ça restera en l'état. Donc, je crois que c'est maintenant le moment où des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de défense des droits des citoyens et des crimes de toute nature commis contre les populations, les paisibles populations, parfois désarmées, s'élèvent pour dire trop c'est trop, on doit maintenant juger ces personnes-là qui ont commis d'une façon ou d'une autre des crimes contre ce peuple qui est resté longtemps martyrisé, tétanisé. Alors, c'est dans cet élan-là, dans ce réveil de prise de conscience du mal qui est causé sur soi, que vous allez renier la justice, et quand la justice se met en marche, c'est pour condamner. Donc, maître, je vous entends très bien, ça me fait plaisir de vous entendre, de vous écouter. Mais alors, cette justice-là, nous parlons comme si on était dans une situation normale au Congo-Brazzaville, maître. On a un système juridique au Congo-Brazzaville et je voudrais engager, n'est-ce pas, la responsabilité de votre métier en tant que tel. Au Congo-Brazzaville, on a vu quand même ces derniers temps la société civile porter plainte. Et on se rappelle aussi que M. Denis Sassou Nguesso disait à qui voulait l'entendre que oui, mais vous en faites une histoire en dehors du Congo-Brazzaville, avec cette histoire, par exemple, des 14 000 milliards volés et beaucoup d'autres choses, et que les Congolais ne se plaignent pas. Les Congolais ne se plaignent pas. Et en tout temps, la société civile a bien porté plainte quand même. Et puis aussi, ma foi, dans le système juridique ou judiciaire au Congo-Brazzaville, on a quand même aussi des griefs vis-à-vis des personnes qui sont, n'est-ce pas, portées à animer les institutions juridiques au Congo-Brazzaville et que ça ne fonctionne toujours pas de manière démocratique et qu'il y en a aussi à observer qui vont dans le sens de soutenir, n'est-ce pas, la dictature alors qu'ils ont un sacerdoce, alors qu'ils sont dans une posture où on doit dire le droit et qui n'est pas dit. Bon, ici, nous sommes effectivement dans un état gendarme, dans un état gendarme. Ceux qui disent le droit doivent avoir peur pour leur vie ou pour leur liberté. Ça, il faut le reconnaître. Dans tout état dictatorial,
la justice est instrumentalisée. Alors, mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que le discours d'hier et d'aujourd'hui peut être en train de bouger parce que si hier il déclarait que pourquoi les Congolais ne se plaignent pas, mais je pense que le contexte n'est plus le même parce que, à ma connaissance, je sais qu'il y a une plainte qui a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville sur les 14 000 milliards des générations futures. Et là, les citoyens doivent attendre la réponse que dira le juge du Congo-Brazzaville. Et si le juge ne se prononce pas parce qu'il a l'obligation de dire le droit, il a l'obligation de dire le droit dans cette affaire-là et dans bien d'autres encore, certainement, qui pourront arriver. Mais je pense qu'ici, le mieux à faire, c'est de peser le premier pas parce que ce discours de dire les Congolais ne se plaignent pas, je crois que ne se dira plus. Ne se dira plus parce qu'il y a eu des citoyens qui ont eu le courage de déposer une plainte sur les 14 000 milliards. Et si d'autres citoyens peuvent avoir aussi le courage de déposer des plaintes devant la justice, qu'elles disent le droit, qu'elles ne le disent pas, mais au moins ils auront osé. Et il y a d'autres passerelles, il y a d'autres canaux qui peuvent permettre aux citoyens de s'exprimer. Parce que ce n'est pas la seule affaire pour laquelle les gouvernants de Brazzaville sont poursuivis, même à l'échelle internationale. Maintenant, si le prétexte hier, c'était que les Congolais ne s'en plaignent pas, mais les Congolais ont commencé à se plaindre. Donc, ce réveil-là est nécessaire, que le peuple congolais se réveille pour qu'il se plaigne des crimes qui ont été commis, tant de crimes de sang, tant sur les crimes de sang que sur les crimes économiques. Maître, je comprends très bien ce que vous dites. Il y a votre confrère, Maître Ganga. Maître Ganga a beaucoup intervient beaucoup dans le débat public, évidemment, et il était revenu sur les victimes de l'intolérance au Congo-Brazzaville, et Dieu sait très bien qu'il y en a beaucoup au Congo-Brazzaville depuis carrément ce qui s'est passé en 1977. Hein? Vous savez de quoi je parle, la mort de Mariam Gwabi et d'un ancien président de la République, et aussi du seul cardinal qu'avait le Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Biayenda, dans la même folie. Et s'en est suivi encore beaucoup d'autres exécutions. Et ça s'est continué, sans discontinuer. Alors, ça, ce sont les victimes de l'intolérance, y compris les dernières années avec la guerre de 97 et 98 et la guerre dans le Poul aussi. Le Congo est parsemé de ces victimes de l'intolérance. Et les 350 disparus du beach aussi. Et Maître Ganga est venu là-dessus à encourager les Congolais à porter plainte. Il s'était gosillé là-dessus que porter plainte, même contre X, et voilà, je me porterai moi-même garant par rapport à un certain nombre de choses. Mais cet appel, et pourtant ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, qu'au Congo-Brazzaville, malgré un peu la férocité de la dictature telle qu'on la vit dans notre esprit et dans notre chair, les gens restent tétanisés, malgré les appels, n'est-ce pas, des hommes de droit et des femmes de droit, qui les rassurent que vous pouvez le faire, c'est dans votre droit, et on prendra le relais par la suite. Tout à fait, M. Georges, parce que le problème ici, c'est de ne pas se taire. Mais vous savez, aucun régime dictatorial qu'il soit ne peut résister à la force de la loi. Aujourd'hui, ils peuvent avoir un peu de force pour faire taire ceux qui doivent dire le droit, les juges, les mettre dans leur gibecière, mais demain, le droit finit toujours par triompher. Les affaires, vous savez, dans l'affaire Klaus Barbie, ça a duré combien de temps pour qu'il soit enfin jugé? Ça a duré combien de temps? Mais finalement, il y a eu un procès. Donc, les affaires juridiques, les affaires de justice, les dossiers judiciaires, surtout quand il s'agit des crimes normaux, des crimes de masse, ne périssent pas. Donc, ils peuvent aujourd'hui... Oui. Donc, l'imprescriptible, hein, c'est ça votre jargon, c'est imprescriptible. Aujourd'hui, si on veut faire un procès pour réclamer justice pour le cardinal Émile Biayenda, pour réclamer justice pour le feu ancien président Massamba Deba, pour réclamer justice en faveur de feu président Mariam Gwabi, ça se fera. Ça se fera. Il suffit seulement que des personnes se constituent. Si les personnes qui se sont senties lésées par ces crimes se constituent partie civile, mais le procès aura bien lieu, parce que les preuves sont là.
il y a des preuves qui ont été accumulées, qui détiennent certaines personnes, qui ont chacun une brique de vérité. Et si on met tout ça ensemble, ça va finir par condamner les coupables. Aujourd'hui, ce n'est plus des notoriétés publiques, on sait qui a tué Mariam Wabi. Même si un procès ne l'a pas dit, mais par la connaissance qu'on a du dossier, ça veut que certains confrères ont du dossier, notamment vous avez cité Maître Nganga, qui a eu, moi je l'ai suivi, et il a donné certains détails sur les conditions dans lesquelles ces personnalités éminentes ont été assassinées. Donc nous pensons qu'avec tous ces éléments connus de la plupart des personnes qui ont eu connaissance des faits, dans l'époque, bon, on était encore tout jeunes parce qu'on était encore enfants, mais ceux qui ont eu connaissance des faits, en ce moment, qui ont vécu au moment des faits et qui ont été directement concernés, ont des éléments. Donc, si aujourd'hui des personnes se constituent pour dire nous sommes victimes de tels crimes qui ont été commis contre notre parent, contre notre communauté, et les procès se feront. Donc, moi, je pense que le peuple, on doit continuer à sensibiliser, que le peuple sorte de sa torpeur. C'est effectivement ce que recherche le bourreau. Donc, faire peur à la victime, que la victime ne se plaigne pas. Donc, ils doivent sortir de cette peur-là, ils doivent sortir de cette torpeur pour porter les faits devant les juridictions compétentes pour que justice soit faite. Pour la situation du Congo et le courage que vous insufflez aux populations, n'est-ce pas, d'être des acteurs de toutes les façons de leur propre situation, et la situation actuelle, ben, ça fait le bonheur du dictateur qui veut pas que les gens se soulèvent. Mais vous voyez, vous maître, les Congolais ont beaucoup laissé passer des choses. On a cité la mort de Mariam Ngouabi, ils ont laissé passer. Bon, il y a la guerre de 97, ils ont laissé passer. Il y a l'argent qu'on siphonne, ils ont laissé passer. Il y a des gens qui disparaissent, ils ont laissé passer. On peut citer beaucoup de choses que finalement les Congolais ont laissé passer par faiblesse, je n'en sais rien, ou bien par volonté de ne pas, n'est-ce pas, rendre la situation explosive, je n'en sais rien. Mais là, il arrive cette histoire de la vente des terres. Et cette histoire de la vente des terres, maître, semble ne pas passer. Et qu'on voit que même dans la partie, on a vu aussi, hein, ce n'est pas aussi la supputation, mais c'est la réalité pour l'histoire du Congo-Brazzaville, les crises que nous vivons. Il y a une démarcation entre la partie septentrionale et la partie méridionale du pays. Et chaque fois que le peuple a voulu se soulever, eh bien, une partie n'a pas suivi. La partie septentrionale n'a pas suivi. C'est peut-être ça aussi qui fait que bon, ben, la dictature a au beau dos. Alors, en ce moment, il y a quelque chose qui change. Même dans la partie septentrionale, on commence à comprendre que non, mais là, on a dépassé les bornes. Est-ce que vous pensez que vraiment quelque chose va changer désormais par rapport à cette démarcation-là? Oui, moi je crois qu'il faut que ça change. Les choses doivent se changer. Normalement, oui, comme vous l'avez dit, tout on a laissé passer. Mais la question des terres, c'est une question de vie ou de mort. La terre, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Donc, je crois que le peuple congolais, cette fois-ci, ne doit pas se croiser les bras, ne doit pas rester dans le mutisme. Il doit défendre ses terres même au prix du sang. Si pour une fois le sang de Congolais avait coulé parce que ils avaient des revendications politiques à faire, mais cette fois-ci, il s'agit d'une question vitale, une question qui concerne les terres de leurs ancêtres, les terres qui les a vus naître et qui constituent leur vivier, de laquelle ils tirent leur subsistance de survie. Donc, quand vous n'avez plus de terres, il vous reste quoi? Alors, donc moi, je pense qu'il faut que les voix s'élèvent pour dire que, d'autant plus que, vous voyez que même eux-mêmes, ils ont du mal à expliquer. Vous avez vu, moi, quand je suis des déclarations des uns des autres, des concernés, et ceux qui tentent un peu de dédouaner le banditisme qui a été fait dans la signature de ces accords, parce que c'est de la haute trahison, en fait. C'est de la haute trahison. Alors, oui. Les gens qui tentent même de justifier ça, quand vous voyez les déclarations des uns des autres, parfois ils se contredisent même. Tantôt on vous parle des beaux amphithéotiques, tantôt on vous parle de sessions de 20 ans, tout ça là, mais l'accord cadre ne dit pas ça. Le fameux accord de cadre ici
dit à l'article 16 que ces accords-là sont signés pour une durée indéfinie. Ce n'est même pas une durée indéterminée, mais une durée indéfinie. Donc, c'est sans limite. Voyez-vous la grande bourde? Je ne sais pas comment on a réussi à tromper ces gens-là qui ont signé. Donc, pour une durée, donc ils viennent s'établir chez vous pour une durée indéfinie. Pas durée indéterminée, c'est encore moindre. Mais indéfinie, donc ça veut dire ils sont là, habitam aeternam. Ils vont venir s'installer au Congo de façon indéfinie. Donc, ils sont habitam aeternam. Maître, je vais... Laissez-moi rebondir. Maître, laissez-moi rebondir là-dessus, hein, et que vous continuez dans cet élan-là, parce que j'ai une question autour de cela. C'est faire la radioscopie d'une mentalité, la radioscopie d'un fonctionnement cognitif. Et le fonctionnement cognitif de qui? De M. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Tout en sachant que l'acte qu'il est en train de commettre aujourd'hui, puisqu'il n'est pas passé par l'Assemblée nationale, les chambres hautes et basses, c'est parce qu'il a senti cette résistance. Et ces chambres-là ont été mises en place par sa législature. Donc, il va à l'encontre même de sa propre trouvaille, de son propre génie. Et alors, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? De penser que je suis en train de poser un acte qui confronte la résistance presque à 100% des Congolais, parce que les deux chambres qui résistent, c'est quand même les 100%. Mais ils continuent quand même. Et en continuant quand même, c'est quand même les générations futures qu'il est en train de piéger. Et dans ces générations futures, il y a ses enfants, il a ses propres enfants, ses propres petits-enfants et ses propres arrière-petits-enfants, puisqu'en sachant que demain, il peut disparaître aussi, il n'est pas fait de marbre, il va disparaître. Mais comment continuer comme ça, comme un cheval masqué au trot? Un cheval masqué au trot ne voit pas le ravin qu'il y a devant. Mais il continue quand même. Alors, faites-nous un peu cette radioscopie d'un tel personnage. Bon, je dirais que c'est un personnage cynique, hein. Il est cynique. Il s'est dit, lui, il croyait que le fait d'avoir maté la population, il pouvait, bon, de toute façon, c'est pas le peuple qui l'a placé là, qui l'a mis là. Il s'est imposé par la force au peuple congolais. Donc, il veut, lui, dans sa tête, certainement même en signant avec les autres, il a dit, bon, moi, c'est mon peuple, moi, je les mate. Moi, tout ce que je vais faire, et le peuple n'aura pas un mot à dire. Donc, venez, moi, je vous donne ce que je veux faire. Parce que quand vous lisez même l'article 3 de ces accords-là, mais tout c'est en défaveur du Congo. Si je me permets de lire tout ce que... Oui, allez-y, maître, allez-y, pour que les Congolais soient instruits là-dessus. Si vous avez un texte à lire, dites-le alors. Voilà. Donc, ils sont dans tous les domaines. L'article 3 de cet accord signé entre le Congo et le Rwanda le 12 avril 2023, à Brazzaville même d'ailleurs. Accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements. Alors, l'article 3 donne donc, secteur privilégié. On parle de secteur privilégié, c'est à dessein, hein, mais sinon c'est dans tous les secteurs. Les deux parties conviennent d'accès principalement leur investissement réciproque dans les domaines d'activité suivants. L'agriculture au sens large, pisciculture, foresterie, pêche. Le Rwanda a-t-il des forêts où les Congolais peuvent aller faire la foresterie et la pêche? Non. Ça, voilà. Le développement industriel. Le Rwanda est-il un État industrialisé pour amener et exporter les technologies au Congo-Brazzaville? Non. Non. Vous avez le développement du tourisme et des loisirs. Le Rwanda, quel espace à offrir aux Congolais pour le tourisme? La propriété de Kigali, quand on vente par-ci par-là, c'est propre, c'est propre. Peut-être que les Congolais prendront des avions pour aller voir la propriété du Rwanda. Pour aller voir la propriété de Kigali. Bon, soit. Le développement de l'économie numérique.
Moi, je sais pas s'ils ont atteint le niveau de l'Inde ou des Américains en développement de l'économie numérique pour qu'ils exportent cette population, cette technologie-là, ces connaissances-là, ces savoir-vivre et ces savoir-faire plutôt au Congo-Brazzaville. Vous avez le développement des zones économiques spéciales. Le Rwanda a-t-il des espaces à offrir aux Congolais là où ils peuvent installer des zones économiques spéciales? Je crois qu'il n'y en a pas. Déjà, pour sa propre population, ils n'ont pas d'espace. La promotion de l'immobilier. Le Rwanda a-t-il des espaces à offrir au Congo-Brazzaville pour que les Congolais de Brazzaville, les hommes d'affaires du Congo-Brazzaville, aillent bâtir comment on appelle ça, des activités immobilières au Rwanda? Non. Je crois qu'ils n'ont pas assez d'espace. Vous avez l'exploration et l'exploitation minière. Connaissez-vous les minerais qui sortent du sous-sol, du sol et du sous-sol rwandais que les Congolais peuvent aller exploiter là-bas? Ben, il vient de signer un accord avec, il vient de signer un accord avec l'Union européenne, maître. C'est que bon, sur le territoire rwandais, il y a des minerais. C'est avec ce qui est exploité, ce qui est tiré par la force et le sang des Congolais de la RDC à l'est qu'ils se font minier. Mais ce n'est pas les Congolais de Brazzaville qui iront faire le même type d'exploitation minière comme eux le font à l'est de la RDC. Alors, vous avez les infrastructures de transport. Sur quel espace les Congolais de Brazzaville iront-ils faire des affaires sur les infrastructures de transport? Vous avez la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le Rwanda, c'est un pays de collines. Il n'y a que des collines. Il n'y a que des collines. Qu'est-ce que le Congolais ira faire là-bas? Dans un territoire, dans un pays où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de grandes, en dehors du lac Kivu, au bord duquel ils peuvent faire la pêche. Mais je pense qu'il n'y a pas un espace au Rwanda qui peut se permettre aux Congolais d'aller faire la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Vous avez le renforcement des capacités et planification stratégique en production statistique. Mais maître, ça sert pas de continuer. Maître, en apparence, attendez, vous permettez une minute seulement. Allez-y. En apparence, c'est un accord entre deux parties, mais en réalité, c'est un accord léonais qui s'est fait au détriment du Congo-Brazzaville. Bon. Donc, en fait, oui, ça me donne la légitimité. Ça me donne la légitimité de passer à une autre question très en rapport avec ce que vous êtes en train de dire là. On voit très bien que l'accord est léonin. Ça, c'est clair et net. Les Congolais n'ont rien. Nous ne trouvons même pas un copec à prendre de l'autre côté là-bas. Et dans une autre émission, dans l'article qui suit, ils disent qu'ils ont la possibilité de rapatrier tous les capitaux qui vont sortir de ces activités-là. Voilà. Mais dans une émission, j'avais énoncé un petit concept comme ça qu'on peut travailler aussi, puisque quand même la connaissance aussi vient de manière immanente, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'on évolue dans ce débat public. J'avais énoncé cette idée de la soustraction. C'est-à-dire qu'au Congo, on serait peut-être face à un État soustracteur. Un État soustracteur parce qu'on soustrait toujours du Congo-Brazzaville. Hein? On soustrait, on n'additionne pas. Et j'avais même dit que même quand ils pensent construire, ils soustraient. Prenons l'exemple de l'hôtel Alima, à Mpila. Vous voyez là-dedans, on a construit. Mais le fait que ça ne fonctionne pas, à la fin, on se retrouve en train de soustraire. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir du revenu là-dessus, on n'a rien. On passe beaucoup d'argent à entretenir des bâtiments qui sont vides. C'est une soustraction à la fin, vous voyez un peu. Et là, ça a tout à fait l'air dans ces accords qu'on soustrait toujours du Congo, et on n'additionne pas. Et dans deux matins aussi, je vous ai parlé quand même de la question que vous avez posée un peu, le piège dont M. Denis Sassou Nguesso est conscient, c'est aussi l'installation des Rwandais sur le sol congolais. Et tout le monde sait très bien les colonies de peuplement.
les guerres autour du monde aujourd'hui, c'est toujours en rapport avec la terre. Vous voyez un peu, et que dans 2 matins, dans la perspective réelle de M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'élection de son fils, certainement en 2026, ou de lui-même aussi d'ailleurs, et qu'il installe des Rwandais qui ne sont pas des agriculteurs, mais qui sont tout à fait autre chose, qui pourront, n'est-ce pas, soutenir son pouvoir, non? Et là encore, ça sera des soustractions, puisque ces gens-là, les Rwandais ont quand même aussi la marque, l'étiquette qui sont sur le front. C'est des tueurs, et ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Et là, c'est les Congolais qu'on va encore soustraire, puisqu'ils font, n'est-ce pas, réagir. Je ne sais pas, je vous pose des questions, je fais des analyses en même temps, mais il faudra qu'on ait un peu un type nouveau de journalisme aussi engagé et qui aussi engage dans l'analyse. Qu'est-ce que vous en pensez? Un accord léonais, par nature, c'est un accord qui ne profite qu'à une seule partie. C'est-à-dire que la partie la plus rusée, c'est celle qui gagne dans cet accord-là. Donc ici, on peut dire que la partie la plus rusée, c'était la partie rwandaise. N'oubliez pas que les Tutsis rwandais ont un projet millénaire qui est celui de la construction de sur tous les pays de l'Afrique centrale. Et ça, ils ont commencé avec l'Est, la RDC, ils ont fait le pont jusqu'au Congo-Brazzaville, mais aujourd'hui, ils ont encore des pieds à terre au Centrafrique, et peut-être demain, ils seront au Gabon. Parce que c'est le plus, dans un accord léonais, c'est le plus rusé qui a son agenda caché, qui vient vers vous. Il vous fait miroiter les avantages qu'il peut vous apporter, mais au fond, il a un objectif à atteindre. Donc, l'objectif du Rwanda, c'est de prendre le contrôle de toute l'Afrique centrale. Et apparemment, ils appellent même, il y a quelqu'un, je parlais avec une personne qui connaît bien ce peuple-là, qui dit que pour les Tutsis rwandais, les Bantous sont des moutons. Donc, ils peuvent venir, comme ils vous traitent de moutons, ils trouvent des ruses et de la malice, comment vous faire accepter certaines propositions qui peuvent venir vous faire miroiter. Et dès que vous mordez, ils sont là ils installent des mécanismes pour installer leur empire Matutsi. Vous voyez qu'ils ont d'abord commencé par placer une de leurs à la présidence de la République. Ça, on en a suffisamment parlé. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'était pas un fait anodin. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui a suivi? La signature des accords léonais en faveur du Rwanda toujours. Et ainsi de suite, ça va continuer. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé d'une visite d'une délégation des Rwandais. C'est à la suite de cette visite-là, du 4 au 8 mars, qu'ils ont fait des déclarations sur les chaînes publiques rwandaises pour dire que non, nous avons déjà acquis des terres, ça devient leur propriété, donc c'est chez eux. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre là tout ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent même installer là même une base militaire, comme c'est chez eux, ils vont s'installer. Quand bien même que ces accords-là n'ont pas respecté les conditions là. Donc, ils s'en fichent même de la constitution congolaise, ils s'en fichent des lois congolaises, pourvu que pour le fait qu'ils aient signé avec M. Sassou Nguesso ou avec son fils, pour eux, ils se disent que c'est déjà un droit qu'ils ont sur le Congo. Or, là, c'est pas un droit acquis, parce que le peuple congolais qui est souverain peut à tout moment révoquer ces accords. C'est des accords ce sont des accords inconstitutionnels qui ne peuvent pas être acceptés. Donc, si le peuple congolais accepte que les Rwandais viennent s'installer au Congo, en tout cas, c'est là où je dirais que la phrase qui dit que les Tutsis considèrent les Bantous comme étant des moutons, alors on sera vraiment des véritables moutons qui acceptent que des accords inconstitutionnels soient appliqués dans ces conditions-là, sur leur territoire. Oui, maître. J'ai aussi, pour aller dans votre sens, vous êtes un homme de droit. Il y a votre confrère aussi, maître Matingou, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, intermédiaire en affaires aussi, qui a publié un texte très intéressant. Il va à une analyse très, très approfondie. Il parle de l'anticonstitutionnalité des accords prétendument signés entre le Congo et le Rwanda entre le 11 et le 14 avril 2022. Et évidemment, il brosse bien la situation. Et ce que moi j'ai retenu là, c'est ce caractère anticonstitutionnel de ces accords. C'est tout ce que vous êtes en train de dire. Et que pour lui, à la fin, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue pour les partis qui ont signé ces accords-là, que ce soit Sassou Nguesso et sa clique et le Rwanda.
Mais entre-temps, comme on l'a dit dès le départ dans notre entrevue, ils sont déjà à pied d'œuvre là. Les gens sont déjà en train de s'installer. Et puis les Rwandais au Congo, l'histoire du Rwandais au Congo ne date pas d'hier. Il y en a qui sont là depuis pas mal d'années, qui ont fait des enfants, et qui se sont enracinés, qui ont des pièces d'identité congolaises, et ainsi de suite. Le verre est déjà dans le fruit là, non? Non, le verre n'est pas dans le fruit. Je pense que le mal est à son début. Moi, je pense que il y a ce qu'on appelle la tentative. Ce qu'on appelle, en droit, il y a ce qu'on appelle la tentative. C'est que l'intention qui, donc, quand vous voulez commettre une infraction, le fait déjà d'avoir une intention de commettre le crime, l'infraction, euh, on peut vous stopper dans la commission, c'est-à-dire que dans la réalisation de l'infraction. Mais Donc, comment, ici, comment, maître, comment? Dites-nous comment. C'est ça qu'on attend surtout, parce que autant les gens le savent, ce que vous lui dites là, bien sûr, il faut ouais, stopper la chose. Mais comment? bien sûr, mais bien sûr, nous avons la Constitution qui reconnaît au peuple le droit de la désobéissance civique. Moi, je crois que le peuple souverain doit se lever et défendre ses terres en tant que souverain sur ses terres. Donc, la souveraineté ne peut pas se vendre. La souveraineté ne s'aliène pas. La souveraineté, elle est à promouvoir et à défendre. Moi, je pense que tous les martyrs que nous avons connus ont défendu la République pour garder sa souveraineté. Alors, donc moi, je pense que ici, le conseil que je voudrais donner au peuple congolais, c'est de dire, c'est leur terre, peuple congolais. Si cette émission peut être suivie par la population congolaise, il faut leur dire, ezali mabele na bino, mabele abakoko, obundela yango. Il y a que ntoto ya beno, il y a que ntoto bika bakoko, il y a que ntoto bika bankaka beto. Alors, beno mosi kaka lendre kunwanini yao. Monti akaki kuiz nwanini ben yao ve, ben mosi. Pour ça, na ben garder yao. Il faut ben mos ben telema. Ben telema, ban takaki kuiz kotil ben. Mais si ben mos ben telam ve, ban takaki kuiz kotil ben ve. Soki bino moko bobundeli pona mabele na bino te, moto muso abundela bino te. Moto muso akosunga bino kobundela pona mabele na bino soki bino moko botelemi bobundi bobandi bitumba mpona kowela mabele na bino mpona kobundela yango kobatela yango nde bamosusu bakokoya kosunga bino kopesa bino maboko mpo mabele na bino ebatelama. Voilà, je crois que m'adressant au peuple congolais, c'est quoi que le conseil qu'on peut leur donner, c'est de leur prodiguer, c'est celui-là, parce que le peuple est souverain, c'est son sol, ce sont ses terres. Moi, je pense qu'il faut empêcher que ces populations envahissantes, ces populations belliqueuses, toutes rwandaises, prennent pied au Congo-Brazzaville. Mais yake faso, maître, yake faso kwandi, zonza baou, yake kwandi faso ba palestinien qui na vivre, ba mambo qui na vivre boubouyaï. Voilà. Hein? C'est-à-dire que batout ya baou, leurs terres sont, voilà. À travers le monde, nous avons eu beaucoup d'exemples comme ça. Les Arméniens ont été exterminés comme ça de leur sol. Les Palestiniens aujourd'hui sont presque errants. Alors, il ne faut pas que le peuple congolais se retrouve dans cette situation où il avait ses terres laissées par ses ancêtres, ses terres qui constituent sa terre depuis des générations. Alors, aujourd'hui, par la faute de des individus ou d'un individu, que ces terres-là partent comme ça ou bien soient occupées, soit sous occupation. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter, il faut lutter pour que cette occupation-là ne se fasse pas. Très bien, très bien. Il faut empêcher ça par tous les moyens de droit qui sont à portée de main. Mm-hmm. Merci, maître. On va vers la fin de notre échange. Cette notion, vous l'avez mentionnée en temps, là. Comment traite-t-on la haute trahison, là? Sincèrement, ce concept de haute trahison, mais finalement, à quoi renvoie cette notion? Est-ce que c'est une notion comme ça qu'on balance par-ci, par-là dans la rhétorique de tout un chacun? Est-ce que vraiment ça a un sens, la notion de la haute trahison? Parce qu'au Congo-Brazzaville, évidemment, il s'agit de la haute trahison, puisque le président de la République fait des choses
comme il le veut, sans passer par, évidemment, les institutions qui sont assermentées pour ce genre de choses. La notion de la haute trahison, quel est le sens de la haute trahison? Bon, mais vous voyez, le comportement de M. Sassou Nguesso réunit déjà toutes les conditions de la haute trahison. D'ailleurs, la Constitution fait de lui le garant de la Constitution. La même Constitution qu'il a imposée au Congo fait de lui le garant, donc, le garant du respect de la Constitution. Mais il est lui-même celui qui viole la même Constitution dont il est le garant. Vous voyez là où se situe la haute trahison. Moi, je vous donne de garder ma maison et vous êtes la première personne qui ouvre une brèche pour que les voleurs viennent voler. N'avez-vous pas trahi? Ça, je parle par un exemple simple, terre à terre, que tout le monde peut comprendre. La Constitution fait de lui le garant de la Constitution, donc du respect de la Constitution, de bout en bout. C'est à lui de veiller au respect de cette Constitution-là. Malheureusement, il est le premier à violer la même Constitution dont il est le garant. N'a-t-il pas trahi le pays? C'est la haute trahison. Parce que tout son comportement, le comportement qu'il affiche dans cette situation-là de vente des terres est anticonstitutionnel. Il est inconstitutionnel en ce qu'il viole la Constitution dont il est le garant. Il est dans l'infraction de la haute trahison. Il est dans l'infraction. Il est bel et bien en pleine infraction de la haute trahison. Donc, il doit être jugé pour cela. Normalement, il doit être jugé pour ça. Si on est dans un état normal, le Parlement se serait réuni et commencer la procédure de sa destitution. De destitution même du chef d'État. Normalement, c'est ça qui devait se faire maintenant, là, présentement. Le Parlement ne devait pas se limiter à rejeter, parce qu'ils ont présenté lors de la session qui a pris fin en avril ici, ils ont tenté de présenter ces accords-là au Parlement pour ratification. Mais le Parlement les a poliment rejetés parce que les députés se sont dit quand même, c'est chez nous, on ne peut pas accepter ça. Ils ont rejeté. Ça n'a même pas été soumis au débat. Ça n'avait même pas été présenté à la plénière. Alors donc, depuis les commissions, on a mis à l'écart ces accords-là qu'ils ont tenté de présenter enfin pour la ratification. Alors donc, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est le forcing. Ils font le forcing pour faire passer des choses qui sont inconditionnelles. Alors, ils sont en pleine haute trahison. Il est dans l'infraction. Il est en pleine infraction de haute trahison. Il est vraiment dans le collimateur. Dans un état normal, le Parlement devait se réunir pour commencer le processus de sa destitution afin qu'il soit présenté devant les juges de la haute cour pour qu'il soit jugé et condamné parce que les faits sont là. Merci, maître. Ok, mais merci beaucoup, maître. C'était formidable. Si vous avez un dernier mot, je vous laisse cet espace de liberté pour dire votre dernier mot. Ben, sinon, on va dire au revoir à nos téléspectateurs et puis voilà. Un dernier mot, maître. Le dernier mot, je pense que nous, le peuple doit être attentif, doit s'éveiller parce qu'il s'agit d'une question de vie et de mort. Et en plus, nous sommes sur le terrain du droit international. On ne peut pas exercer sa souveraineté en mettant en mal. On ne peut pas prétendre exercer la souveraineté sur son État en mettant en mal les relations de bon voisinage avec l'État voisin, notamment la RDC. Donc moi, je pense que c'est des choses qu'il faut éviter parce que la nature des relations entre le Rwanda et la RDC, nous la connaissons, ce sont des relations de belligérance et que l'État qui est à l'ouest, voisin de la RDC, se mette à héberger à proximité de l'État voisin ses ennemis, ça c'est aussi un acte de belligérance. Donc si la RDC était un État belliqueux, je crois qu'il ferait même la guerre au Congo-Brazzaville. Alors c'est le droit de poursuite là. En guerre avec le Rwanda, il peut aussi se mettre en guerre avec le Congo-Brazzaville parce qu'il vient mettre ses ennemis à la porte de son territoire. Moi, je pense que c'est un comportement qu'il faut éviter, que le peuple congolais doit être éveillé et se lever contre ce genre de comportement. Donc, surtout empêcher que les Rwandais prennent pied au Congo-Brazzaville
comme ils sont en train de vouloir, comme ils ont manifesté ces velléités-là. Je crois qu'il faut stopper, il faut que ça s'arrête. Le Rwandais n'ont pas de place. Ils ont un territoire qui est le leur, qui est le Rwanda. Mais le Congo-Brazzaville n'est pas le territoire du Rwanda. Ils peuvent prétendre venir acheter des terres parce que la Constitution même l'interdit. La loi elle-même aussi l'interdit. Donc la Constitution d'abord, qui est la loi mère, et la loi qui découle de la Constitution interdit la vente des terres. Et vous voyez que quand les gens ont commencé à élever la voix, ils commencent maintenant à dire non, on a cédé pour 20 ans, tout ça. Donc, et on commence un peu à essayer de relativiser les choses. Or, le mal est fait. Je crois que le peuple doit s'élever pour que cela ne se fasse pas, qu'aucun mètre carré du Congo-Brazzaville ne soit cédé au peuple Tutsi rwandais, qui est un peuple belliqueux, qui est un peuple rusé et violent. Moi, je pense que nous, on est habitués à vivre dans les Congolais sont des hommes, des personnes de paix, qui vivent paisiblement chez eux, mais on ne veut pas être envahi par un peuple belliqueux, un peuple guerrier qui vient verser le sang des autochtones. Donc moi, je pense que le message que je voulais passer, c'est celui-là, que le peuple reste éveillé et il est dans son bon droit de se lever pour dire nous ne voulons pas de ces personnes chez nous, sur notre territoire. Oui, mais c'était votre dernier mot, mais je voudrais quand même aussi introduire, pour terminer, celui qu'on appelle le chef de l'opposition congolaise, en la personne de Tsati Mabiala, je pense, qui aurait indexé les Congolais, on peut le dire de cette manière-là, de faire acte de xénophobie. Hein? Vous l'avez entendu aussi, il a déclaré haut et fort là, de faire attention parce que cette approche vis-à-vis du Rwandais, ça frise un peu de la xénophobie. Oui, mais celui-là, je crois qu'il ne faut même pas accorder d'égard à son discours. Lui, il parle du ventre parce que le discours qu'il fait, c'est le discours du ventre. C'est un homme finissant, il n'a plus d'alternative à proposer aux Congolais. Donc moi, je pense qu'il ne faut même pas accorder d'égard aux déclarations d'une telle personne qui est étourdie, d'abord perdue. Il n'est même pas dans l'air du temps. Moi, je pense que c'est une personne à fustiger. Moi, je pense que le peuple a le droit de s'insurger contre une telle personne. Et même les personnes de bon sens doivent le ramener à l'ordre parce que ce qu'il a fait, les déclarations qu'il a fait, ce sont des déclarations de traîtres. Donc, il a trahi la nation. Moi, je crois qu'il faut le mettre même dans le même panier que ceux qui ont signé ces accords-là. Il est avec eux. Donc, je pense que d'abord, il ne faut pas accorder d'égard. Mais moi, je pense il faut même chercher à faire une action en justice contre ce monsieur-là. Il faut laisser en justice parce qu'il fait partie des traîtres de la nation. Et une personne qui aime sa patrie, qui aime son pays, ne peut pas faire de telles déclarations. Nous avions eu la SWAPO à Lodima. La SWAPO, c'était dans un contexte, ils sont venus comme réfugiés. Et quand ils ont eu l'indépendance, ils sont rentrés chez eux, ils sont tous partis. Et les cités restaient. Mais les Rwandais ne viennent pas dans les mêmes conditions. Le contexte est différent. Alors, quand il fait l'amalgame, vous dites non, c'est la xénophobie. Qui est xénophobe dans tout ça? C'est eux qui favorisent des conditions, qui sont en train de créer des conditions de xénophobie. Voilà, tout à fait, absolument. Des conditions de belligérance et de création de crimes, de conflits. Parce qu'un conflit, on le prévoit. Il faut prévenir le conflit parce que nous connaissons la nature du peuple Tutsi rwandais. Nous la connaissons. Alors, il faut prévenir. On parle de la prévention ici. Pour prévenir, il faut éviter qu'ils viennent s'installer chez nous. Parce que quand vous regardez même cet accord cadre-là de protection individuelle des investissements, soi-disant, entre guillemets, on dit qu'il n'y a même pas eu des appels d'offres, donc appels à manifestation. Donc, c'est des accords qui ont été signés à huis clos. Et puis, on vient vous présenter déjà signé. Or, si c'était des investisseurs sérieux, on fait appel à la manifestation d'intérêt. Sur le plan international, des cabinets de conseil, de consulting viennent pour dire, bon, moi, je vais investir dans tel. Vous recevez, vous parlez, vous mettez en concurrence les gens. Pourquoi de façon exclusive les Rwandais? Et quel régime? Donc, il y a eu déjà une préméditation au mal dans ces accords-là. Très bien. Alors, très bien, maître Guy Roger Bissi Mabiala, de nous avoir entretenus. Nous espérons vous retrouver encore une autre fois sur notre plateau. Le Congo, c'est une dictature, il faut le dire. Les leçons du Congo ont failli être données au Sénégal. Le président sénégalais est venu prendre les leçons au Congo-Brazzaville, de la dictature, bien entendu, mais les Sénégalais n'ont pas entendu de cette oreille.
Donc les Congolais, je pense, à travers le discours de Maître Guy Roger Bisseyi Madiala ici, ont compris les enjeux qu'il y a face à ce qui va arriver au Congo-Brazzaville. Il faut tout simplement qu'il se lève du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci de nous avoir suivis et nous sommes au bonheur de vous retrouver encore nombreux autour de nos émissions à R7. Merci et au revoir.